Bienvenue dans ce sixième épisode. Bienvenue dans ce sixième épisode de Journal d'un coach. Je m'appelle Jérémy Coleman et je suis le CEO de Coleman Publishing, une entreprise de coaching, formation et accompagnement qui aide les pros de l'accompagnement justement à développer leur activité avec des systèmes très simples. On est surtout connu pour le One Place Funnel pour les débutants qui veulent aller jusqu'à 100 K par an, un truc comme ça, et l'entreprise automatisée pour ceux qui iront jusqu'à 500 K par an et plus, notamment avec le mastermind argent que l'on développe. Les bas de plafond nous appellent coach, mais au moins je suis le préféré des Français. En attendant, je suis une école, mais en mieux, puisque notre but est de vous pousser à croire en vous et oser voir plus grand quand la société entière vous dit le contraire. Avec nous, pas de Lamborghini orange, mais assez de fuck you money ordinaire pour aller au repas de Noël en Uber, même à 170 km, parce que les trains sont de nouveau en grève. On veut rendre votre vie plus simple grâce à votre business, et cet épisode, c'est moi seul qui raconte des trucs, et sans aucune préparation, à part pour cette intro que j'ai légèrement scriptée. Après 15 ans d'entrepreneuriat et des milliers de grosses conneries, j'ai 2-3 idées au milieu qui peuvent sûrement vous aider. Je suis papa, je suis marié, je vis en France, et vous verrez que beaucoup de choses tournent autour de ça finalement, dans ma pratique du business. Est-ce qu'on commence? Dans ce podcast, je vide ma tête, je vous partage mes compréhensions et ce qui m'intéresse dans la vie. Vous pourrez aussi apprendre 2-3 trucs business et surtout, je fais absolument aucun montage, sinon c'est pas drôle. Au 30 avril, Coleman Publishing, mon entreprise avait encaissé 679 722 € et dans ce format, je te révèle un peu tout ce qui s'est passé dans ma tête pendant ce laps de temps. Est-ce que tu es prêt? Jingle! Et non, on n'a pas de jingle parce que ça ne nous intéresse pas. Avant tout, comme d'habitude, à chaque fois avant de tourner cet épisode, un disclaimer important. Je ne suis pas conseiller en investissement. Investir comporte des risques. J'ai des trucs à vous vendre. Tout ce que je dis est biaisé par le fait que j'ai des trucs à vous vendre. J'achète de l'accompagnement, je vends de l'accompagnement, je crois à l'accompagnement. Tout ce que je dis est teinté de ça. Dans tous les cas, ne me prenez jamais au mot. Faites des recherches, posez-vous des questions. Décidez de ce qui est bon pour vous, de ce qui vous intéresse et c'est pas parce que je dis un truc que j'ai forcément raison. Je vous partage ce qui a marché pour moi et ce qui marche pour mes clients. J'ai aucune idée si ça a marché pour vous, je vous laisse décider. Donc aucun conseil en investissement ici, même quand je parle d'investissement, je reçois. Le disclaimer est fini, je vous laisse réfléchir à tout ça et on passe à la rubrique numéro 1. La rubrique numéro 1, c'est les idées reçues. Jingle. Idée reçue numéro 1. Je dois montrer ma personnalité et être, léger dans mes contenus. Hi hi, ha ha, hu hu. Non, le consommateur a mal, il souffre, tu ne ris pas, tu l'aides à être soulagé. Ta personnalité légère et décalée vient partout, sauf quand on parle de son problème et de sa douleur. Là, tu n'existes plus. Il y a une croyance profondément ancrée que je vois beaucoup de gens qui me disent: «Oui, mais pour me différencier, je dois être léger, je dois faire des blagues, je dois être marrant» et à chaque fois, surtout dans le monde de l'accompagnement quand même, hein, où on traite des problématiques des fois un peu lourdes ou des sujets un peu complexes ou des désirs vraiment profonds, des choses comme ça. Je me dis toujours si j'arrive devant le médecin et qu'il me dit: «Alors monsieur Coleman, j'ai vos analyses, vous avez un cancer, haha, poil au menton». C'était je je mets un coup de chaise, évidemment et pour autant, au moment où il va me dire qu'il faut faire des analyses, j'aimerais bien qu'il me fasse une petite blague et qu'il me détende un peu et si à un moment il doit me dire que mes chances sont de 50, ben, je préférerais qu'il le prenne de façon un peu légèrement, mais tout en montrant son expertise et en fait, quelqu'un qui vient m'aider, j'attends pas qu'il me fasse des blagues. Quand j'ai mal, quand j'ai peur, quand je souffre, quand je doute, j'attends pas qu'on rigole, j'attends qu'on prenne les choses au sérieux et ça veut pas dire qu'on peut pas faire des blagues de temps en temps. Ça veut pas dire qu'on peut pas être léger un peu de temps en temps. Simplement, ce n'est pas nécessaire d'être un petit pitre ou un petit clown pour vendre de l'accompagnement et pour se différencier. Il y a plein de gens aujourd'hui sur le marché, dans le sport, dans la santé, dans l'amour, dans le business, dans plein de hobbies, dans la musique, dans le dessin et cetera, qui ne font pas de blagues. Parce que c'est pas dans leur personnalité d'être drôle. Drôle, c'est une caractéristique, hein, c'est pas tout le monde n'est pas drôle, hein, et c'est pas grave en fait, c'est pas un problème, hein. Je trouve que notre société valorise beaucoup trop le fait d'être drôle et surtout dans le business en ligne, il y a quand même beaucoup de petits autistes Asperger et c'est dit, sans aucune once de quoi que ce soit de péjoratif, hein, c'est juste factuel. Ils ont été diagnostiqués. Bah, disons que si vous avez pas les codes, c'est pas les gens les plus drôles de la terre, hein. Mais ils ont 1 milliard d'autres qualités qui valent ça fois 1000. Mais si eux, ils essayent d'être drôles, c'est cringe, c'est chaud. Ils doivent essayer d'autres trucs ou alors ils font des blagues avec, 18e degré qu'il y a pas beaucoup de monde qui comprend. C'est pas grave, moi, elles me font rire. Mais disons que j'attends pas de leur personnalité, social media et de leur branding que ce soit des blagues.
Disons que les blagues toto, c'est pas forcément leur truc. Est-ce que c'est vraiment grave? On s'en fout. Montrer sa personnalité, être léger, ça dépend avant tout de sa personnalité, ça dépend de ce que tu vends, ça dépend à quel moment. Mais quand on parle de la douleur de ton client, on ne rit plus. Idée reçue numéro 2, je fais ça pour l'impact. N'a jamais été dit par personne de sincère avec une entreprise, sinon tu montes une association. Tu es dans le business de devenir aussi riche que possible, de la façon la plus agréable possible. L'impact est une des contraintes que tu as choisies pour y arriver d'une façon qui te plaît. Elle fait chier celle-là, elle fait chier beaucoup de gens quand je la dis. Tout simplement parce que dans le monde du coaching et de l'accompagnement, les thérapeutes, c'est encore pire. On veut absolument dire qu'on est là pour l'impact, qu'on est là pour aider des non, non, non. Tu es là parce que tu as des trucs qui sont passés dans ton enfance, que tu veux sauver l'intégrité de la planète pour te sauver toi-même, le petit toi, et que tu oses pas dire que tu veux gagner de l'argent et tu as plein d'autres trucs à résoudre. L'impact n'est qu'une des valeurs que tu veux placer, n'est qu'une des contraintes que tu as décidées et je t'assure que si tu voulais que de l'impact, tu ferais pas ce métier-là du tout. Et je le sais pour une bonne raison, parce qu'à un moment, on a écouté nos clients qui nous ont dit: «Oui, je veux de l'impact». Alors notre communication a commencé à être que sur l'impact, on a fait des publicités sur l'impact, on a fait des produits sur l'impact. Puis on a failli déposer le bilan. Et puis ensuite, on a commencé à dire: «Gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent, mais avec de l'impact les gars». Et là, on a commencé à refaire des ventes. C'était il y a 3-4 ans, je crois, un truc comme ça. C'était très drôle. Et en fait, vous voulez de l'impact, mais vous voulez quand même bien de l'argent aussi, hein. Et c'est un truc qu'on veut pas assumer. Et c'est pour ça, moi, dans beaucoup de contenus, quand je parle aux clients, je leur dis toujours, je fais: «Attendez, moi, je suis là pour être aussi riche que possible. Sauf que dans un monde pas trop mal foutu, pour ça, je dois vous délivrer le meilleur produit possible et sur le long terme, je suis plus riche en vous aidant plus à résoudre vos problèmes». Donc en fait, si j'essaie d'être riche de la bonne façon, sur le bon horizon de temps, la meilleure façon pour moi de le faire, c'est en faisant des trucs pour vous. Mais à la base, je veux devenir plus riche parce que c'est cool et parce que je veux jouer à mon jeu et être plus riche à mon jeu, c'est tout. C'est pas vous mon but dans la vie. Vous êtes une conséquence positive. J'ai orchestré le truc pour que je sois incentivé positivement à faire le bien. De la même façon, si je veux pas boire, je vais pas au bar. Mais peut-être que je peux trouver un truc où chaque jour où je bois pas, je gagne 1 €. Et là, d'un coup, je vais être incentivé à pas boire. Bah, de la même façon, moi j'ai structuré mon activité pour être incentivé à faire le bien. Le bien dans ma boussole morale à moi, hein, c'est pas les autres, je m'en fous, juste moi. Comment moi j'ai décidé de me raconter la vie. Et en fait, l'impact, on s'en fout. L'impact est une conséquence. Troisième idée reçue, il faut prendre son temps pour décider. Oui et non. Il faut prendre son temps pour réfléchir et puis ensuite il faut décider vite. Si tu réfléchis depuis 6 mois, tu peux décider en 1 minute. Le problème, c'est qu'on confond les 2 et qu'on confond les décisions réversibles et les décisions critiques. On a souvent des personnes au téléphone qui, au moment d'acheter ou de pas acheter, disent: «Ah, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Je prends pas ce genre de décision rapidement». Et ça fait 24 mois que tu es dans ton activité, ça fait 6 mois que tu nous regardes nous et 9 autres personnes. Tu as déjà maté 12 heures de vidéos, tu as eu 6 calls avec, moi et d'autres. Est-ce que vraiment tu as pas assez réfléchi? Non, en fait, c'est un problème de décision et en fait, réfléchir longtemps, c'est très bien. Décider vite, c'est bien aussi. Quand tu as beaucoup réfléchi, tu peux décider vite. Si tu as absolument pas réfléchi, il faut décider doucement. La vitesse de décision des entrepreneurs dont on parle tout le temps qui décident très, très vite, c'est parce qu'ils savent sur quoi réfléchir et ils réfléchissent le temps qu'il faut sur ce qu'il faut. Donc ils peuvent décider vite. C'est parce que je me pose certaines questions toute l'année, plusieurs heures par jour, que quand certaines actions se posent devant moi, je peux prendre la décision en une fraction de seconde. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais surtout, il faut comprendre les décisions réversibles et les décisions critiques. Lancer une offre, réversible et non critique. Acheter un accompagnement, plutôt irréversible si on veut respecter le droit français, mais pas critique. Pas critique. L'argent, tu peux le refaire au pire du pire du pire. Faire un enfant, irréversible et critique. Là, tu as intérêt à bien réfléchir et à pas décider trop vite. Se marier, réversible, mais critique. Pareil, tu prends le temps. Où tu vas vivre, ce que tu vas faire de ta vie, enfant ou pas, et avec qui tu passes ton temps, sont les décisions les plus critiques. Tout le reste, on s'en bat les couilles, tu peux faire machine arrière. Et d'ailleurs, même dans les décisions critiques, la seule décision où il y a pas de machine arrière, c'est un enfant. Tout le reste, tu peux t'en fou enfin, tout le reste, c'est pas critique. Donc en fait, y passer trop de temps ne sert à rien. Parce que toi, tu vas passer 6 mois à prendre une décision, moi j'en aurais pris 14, je me serais peut-être trompé plus souvent que toi, mais je serais tellement plus loin qu'en fait la question se posera plus.
réfléchir longtemps, décider vite. Idée reçue suivante, je dois suivre ma zone de génie et ce qui m'inspire. Bullshit. Tu dois faire ce qu'il faut comme un professionnel. Sur internet, on veut tous beaucoup trop être des enfants rebelles. Il y a toute une génération actuellement qui, au moment où j'enregistre, donc le 2 mai 2024, qui ont entre 25 et 35 ans. Je sais pas quelle c'est la génération Y, il y a un peu Z, je sais pas trop. Et tous ces gens-là, ils ont été biberonnés à la zone de génie, tu es un être exceptionnel, la terre te doit des comptes, surtout travaille d'où tu veux, quand tu veux, gagne beaucoup d'argent et fais-toi respecter. Ça en fait des employés exécrables, ça en fait des freelances un peu pourris, ça en fait de très mauvais entrepreneurs. C'est des gens qui sont profondément inadaptés à la société et moi, je suis à la limite de ça, donc j'ai dû me battre très, très fort pour pas être comme ça et arrêter de me prendre au sérieux et arrêter de me prendre pour meilleur que ce que je suis. Bizarrement, en fait, les 40 ans et plus, ils sont encore biberonnés à «il faut travailler dur». Donc en fait, eux, tu leur dis qu'ils peuvent travailler de chez eux, déjà, ils sont tellement contents de pas avoir être obligés d'aller au bureau qu'en fait, ils sont ultra grateful de tout. Et tu as la génération qui actuellement ont la vingtaine, eux, c'est des petits génies en général qui ont bien compris dans quel monde on vivait et qui se bougent le cul. Puis tu as des gens entre les 2 qui vont se faire rouler dessus par le marché du travail parce que, parce qu'ils se prennent pour des princes et des princesses, quoi. Et ça en est pas. En fait, ceux-là, ils parlent beaucoup de zone de génie, d'écologie intérieure, de trucs comme ça. Mais il y a un moment, en fait, si tu veux gagner 2 000-3 000 balles par mois, de chiffre d'affaires, tu peux parler de zone de génie, écologie intérieure. Il y a un moment, si tu veux aller à 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200, 500, et je parle pas moi, hein, là, hein. Il y a plus d'écologie intérieure, il y a plus de zone de génie. Fais ce qu'il faut, point. Trouve où tu es meilleur, délègue le reste, point. Mais il y a pas de c'est pas aligné, je me le sens pas. Non, ça dépend quel jeu tu joues, en fait. Si tu joues au jeu de faire ton métier, de gagner quelques milliers d'euros, tu peux te poser ce genre de questions. Si tu joues au jeu d'être le plus riche possible, encore une fois, c'est pas un gros mot dans ma bouche. Là, dans ce cas-là, tu fais ce qu'il faut, en fait. Et tu de faire: «Ouais, je sais pas trop». Si, si, tu sais, bouge-toi le cul. Si tu veux jouer au tennis le week-end avec Tata Simone, tu peux te permettre de tortiller des fesses. Si tu veux être le numéro 1 mondial, tu vas passer 12 heures par jour sur le cours et tu vas t'entraîner correctement. Point barre. Voilà, en fait, c'est ça qu'il faut retenir. J'ai mon LinkedIn qui a sonné, c'est très chiant, je vais le fermer. Voilà, tais-toi LinkedIn. Idée reçue suivante: il suffit de faire le meilleur produit du monde et le bouche-oreille fera le reste. Oh! Le savoir-faire est aussi utile que le faire savoir, mais pas au même moment. Contrairement à ce que vous pensez, le meilleur produit de la terre, jusqu'à 100 cas par mois, ne sert à rien. Vous avez pas assez de clients pour que ce soit critique d'avoir un produit extraordinaire. Avoir un produit acceptable plus, plus suffit largement. Tout simplement parce qu'être bon en marketing est plus efficace à ce stade de développement que d'être bon en livraison client. C'est triste, hein, c'est très triste, mais c'est une réalité, du marché. Au-delà de 100 cas par mois, là, vous devez commencer à faire le meilleur produit possible. Alors, quand je dis produit, c'est coaching, accompagnement, formation, peu importe, hein, ce que je connais, quoi. Là, ensuite, vous devez essayer de faire le meilleur produit possible parce que pour aller à 150 000 par mois, 200 000 par mois, 500 000 par mois, vous pouvez pas vous permettre d'avoir un bouche à oreille négatif qui vient jouer contre votre marketing et votre acquisition. Sinon, ça devient de plus en plus dur et de plus en plus cher d'acquérir un nouveau client. Vous les gardez pas. En plus de ça, il y en a qui disparaissent parce que vous avez mauvaise réputation, et cetera. Donc, de 0 à 100 cas par mois, un produit quali, normal, acceptable plus, plus est largement suffisant. Au-delà, il faudra faire un produit extraordinaire. Et donc au début, le faire savoir est plus important que le savoir-faire et ensuite ça s'inverse. Le marché est pas trop mal fait. Et même s'il y a des gens que vous voyez aujourd'hui sur le marché qui font des sommes astronomiques et que vous dites: «Ouais, mais lui c'est un connard, il son livraison de produit, elle est nulle». Probablement que s'ils en sont là, c'est pas le cas, qu'elle est pas si nulle que ça. C'est juste que vous avez trouvé les 3 personnes ennemies qui étaient pas contentes, qui ont vous permis d'appuyer sur votre biais de confirmation. Mais vraiment, la plupart des gens qui sont à 250 000 par mois, 500 000 par mois, 1 million par mois, il y en a très, très peu en plus sur les marchés francophones, hein. Vraiment très, très peu. Ça se compte sur les doigts des 2 mains maximum et je vous assure que leurs produits sont pas si mauvais que ça, parce que sinon ils en seraient pas là. On a fini avec les idées reçues, on va passer à la partie concept jingle et d'abord, vous allez me voir et m'entendre boire du café. Probablement que je vais m'en faire couler partout sur la moustache. Désolé d'avance, je pense pas que ce sera coupé au montage en plus. Ça doit faire un bruit. Tous ceux qui ont déjà essayé de boire dans un mug avec une moustache comprennent ce que je viens de vivre. Donc les concepts. Concept numéro un, pour faire des choses plus intéressantes dans la vie, il suffit de poser de meilleures questions. Poser la bonne question est un art et change tout dans les résultats que tu peux obtenir, et ce, dans tous les domaines. Est-ce que vraiment j'ai besoin de développer ça à ce point-là? En fait,
quand vous voulez obtenir quelque chose, peu importe ce que c'est toujours en définissant correctement le problème en amont que vous arrivez à obtenir de meilleurs résultats. Si je sais précisément quelles questions je pose, je sais précisément quelles contraintes est devant moi, je sais quels obstacles je dois franchir, je peux créer des actions qui le permettent. Tout part initialement de la question qu'on se pose. Et les choses les plus intéressantes qu'on peut faire dans la vie viennent des questions mieux posées. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment compris ces derniers mois, que définir le problème et poser la bonne question est plus important que tout le reste. Je vais essayer de réfléchir, je pense pas avoir plus de choses à dire là-dessus, tout simplement parce que je ne développe pas cette idée à haute voix depuis assez longtemps. Concept suivant, comment on transforme de l'attention en argent pour nous et en valeur pour eux? Attention, intérêt, désir, achat. On se rend pas compte de ça au début, parce qu'au début, on n'a pas encore assez de volume pour avoir ce genre de questionnement. Mais en fait, si les entrepreneurs très, très, très connus que vous voyez commencent à faire des réels, des vidéos YouTube ou des posts LinkedIn ultra putaclic, grand public, qui font des millions de vues, mais qui traitent plus du tout de leur cœur de sujet, c'est parce qu'à leur niveau, et moi au mien, je commence à le toucher du doigt, ils sont capables de prendre de l'attention, n'importe quelle attention, et par un savant processus de filtre et d'étapes, transformer cette attention en argent pour eux et en valeur pour leurs clients. Aujourd'hui, moi je sais que X milliers de vues va apporter tant d'euros et tant de ventes. J'ai failli tomber de mon bureau. Et en fait donc, à ce stade, moi mon job, c'est de générer le maximum d'attention, quali quand même, hein, je vais pas faire des choses vilaines, possibles, parce que je sais que ça se transforme en vente. Donc je peux aller sur du plus putaclic, donc je peux aller sur du plus mass market et donc je peux être découvert par plus de gens. Maintenant, j'ai le droit. On fait 200 000 € par mois, hein, encaissés. Avant, franchement, jusqu'à 80 000, ça avait pas de sens. Jusqu'à 80 voire 100 000, avoir une micro-audience, c'était bien plus efficace. Parce que beaucoup, beaucoup de visibilité amène aussi des conséquences, avec un nombre incroyable de casse-couilles, de journalistes, de concurrents, de gens malveillants qui veulent vous péter les couilles. Désolé pour le langage châtié, mais c'est comme ça que je parle dans la vraie vie. Donc en fait, au début, une micro-audience, c'est mieux jusqu'à un moment où vous voulez passer un certain palier. Pour ça, il faut toucher vraiment plus d'audience et pour ça, en fait, vous devez devenir plus mass market et donc avoir plus de gens relous qui vont vous découvrir, malheureusement. C'est un choix. Point suivant. Pour gagner au jeu du statut, tu dois écraser les autres. C'est pour ça que je ne joue qu'à des jeux infinis où on peut tous gagner. L'argent en est un. Je ne cherche pas à avoir la plus grosse part du gâteau, mais à mettre les gens que je trouve brillants autour d'une même table avec un gâteau toujours plus grand et qu'on mange tous largement à notre faim. Je m'en fous qui a plus que l'autre du moment que tout le monde autour de la table a largement assez. C'est une réflexion que j'avais sur l'argent et sur le statut. Sur le jeu du statut, il faut que tu perdes pour que je gagne. Donc, toi aussi, ton but dans la vie est que je perde. Donc, si je joue à ça avec des gens qui sont assez forts, j'ai plein de gens assez forts dont le but dans la vie est que je perde pour qu'eux puissent gagner. Ça ne m'intéresse pas. Je change de jeu. Je change de bac à sable. Je veux pas être dans ce genre d'environnement. Si quelqu'un a besoin d'être meilleur que moi pour être heureux, je ne dois pas travailler avec cette personne. Moi, j'ai choisi les jeux de l'argent, des jeux infinis, au sens de la théorie des jeux. C'est-à-dire qu'on peut tous gagner de façon illimitée, théoriquement. C'est-à-dire que je m'en fous que celui à droite ait une plus grosse part que moi, du moment que moi j'ai beaucoup plus que ce que je croyais possible. Donc je suis très heureux. Et quand on est dans ce genre de jeu, si on est avec des joueurs intelligents, et Naval disait long term game with long term people, des jeux à long terme avec des gens de long terme. Dans ce cas-là, en fait, le but de tout le monde autour de la table, c'est que tout le monde gagne le plus possible. Et que tout le monde atteigne les niveaux de jeu dont il rêve. En faisant ça, et en étant avec des personnes comme ça, vraiment on gagne tous. Moi, je commence à m'entourer de gens comme ça, et ça simplifie beaucoup la vie. Point suivant. Tu n'obtiens pas ce que tu mérites dans la vie, tu obtiens ce que tu vas chercher ou que tu attires. Alors là, c'est toujours sur nos bisounours moins qui pensent qu'ils ont mérité des choses. Et dans ce cas-là, on leur répond qu'ils se sont trompés de pays, de continent, d'espèce, d'époque. Parce qu'en fait, on ne reçoit pas en fonction de ce qu'on mérite. On reçoit en fonction de ce qu'on crée, en fonction de ce qu'on cherche, en fonction de ce qu'on attire. Le mérite n'a rien à voir là-dedans.
Il y a des gens extrêmement méritants qui souffrent terriblement, il y a des gens qui méritent absolument rien et qui ont tout. Le mérite ne rentre pas en ligne de compte. Plus vite tu lâches l'affaire sur cette histoire de mérite, plus vite tu peux te concentrer pour avoir ce que tu veux. Concept suivant, un framework que je vous ai déjà répété maintes et maintes fois, scale, mess, depth. Est-ce que ce serait pas la clé de tout? Scale, c'est l'hypercroissance. Bon, je vais faire des résumés et des ponts là, parce que si je dois expliquer le principe de scale, ça va être chiant pour tout le monde. Scale, donc croissance, qui crée mess, du bordel, qui crée depth, de la dette. Il faut rembourser sa dette pour pouvoir refaire du scale. Je fais de la croissance, ça crée le bordel dans mon entreprise. J'ai une dette de structuration sur l'un de mes pôles, sales, marketing, produit, administratif, juridique, peu importe. Je dois régler ma dette de structuration pour pouvoir repartir au prochain palier de croissance ou pour maintenir la croissance actuelle. C'est un framework qui a été développé sur YouTube par Sam Ovens. Probablement que ça vient pas de lui, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça m'a aidé tout le monde en entreprise et à chaque fois que c'est le bordel, je me rappelle de ce petit schéma Scale, Mess, Depth. Concept suivant et avant-dernier concept, la théorie des contraintes. La théorie des contraintes, très popularisée par Alex Hormozy ces derniers temps avec acquisition.com, mais pareil, ça vient pas d'eux et ça a été théorisé par d'autres gens avant dans d'autres sphères. La théorie des contraintes, c'est simplement pour aller d'un point à un point B, au début, je vais avoir le problème numéro un. Le problème numéro un, il vient de la contrainte 1.1 et 1.2. Si je règle 1.1 et 1.2, j'arrive à 1.3. Il faut que je règle 1.3 pour arriver à 1.4 et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'avance. Et à chaque fois que je fais un petit pas supplémentaire, j'ai une nouvelle contrainte qui arrive à moi et je dois la régler pour aller au point suivant. La théorie des contraintes, c'est comme ça qu'on fait croître un business. Imaginons que je veux gagner plus. Très bien. Il faut que je monte mes prix. Très bien. Contrainte numéro un, pour monter mes prix, je dois améliorer la valeur de mon produit. Je le fais. Mon produit, maintenant, a une valeur perçue supplémentaire. Mais vu qu'il est plus cher, il y a moins de gens qui veulent l'acheter. Donc, j'ai plus de gens qui me disent non. Donc, j'ai moins de clients. Je dois avoir plus de clients. Contrainte. Pour ça, je dois avoir plus d'appels de découverte. Comment je fais ça? Pour avoir plus d'appels de découverte, je dois avoir plus de conversations. Comment est-ce que je fais ça? Je dois avoir plus de leads. Comment est-ce que je fais ça? Mes contenus doivent être plus vus. Comment est-ce que je fais ça? En faisant des meilleurs contenus, donc en apprenant le copywriting ou en apprenant la viralité, etc. Et en fait, une contrainte après l'autre, je remonte la chaîne pour aller à mon objectif. Dernier point dans les concepts, apprendre à jouer avec l'argent et créer de la richesse pour le plaisir et la pyramide de Maslow. Je parlais de ça avec une cliente l'autre jour. En fait, elle a été bloquée parce que elle gagne correctement sa vie avec son métier. Elle a un toit sur la tête qui lui appartient, elle a des investissements, et cetera et elle était là: «Pourquoi plus?» Et en fait, plus dans sa tête, c'était forcément plus d'heures, plus de clients, plus de difficultés. Mais elle ne voyait pas ce qu'elle aurait de plus autrement puisqu'elle avait déjà à peu près tout ce qu'elle voulait. Et en fait, je l'ai simplement reconnecté au jeu, à savoir, par exemple, tu pourrais te dire, «Je me lance un défi cette semaine, c'est de créer une nouvelle offre, de faire 2 000 € de chiffre d'affaires et avec ça, je me paye un week-end sympa», tout simplement. Et dans ce week-end sympa, tu vas le faire passer sur ta boîte parce que là où tu vas payer ton week-end sympa, tu vas en profiter pour créer une nouvelle offre, pour créer des nouvelles vidéos et pour pourquoi pas tourner une publicité. Donc l'endroit sympa se justifie largement sur ton entreprise puisque tu vas créer dans cet endroit sympa des ressources sympas qui vont générer derrière plus d'argent. Et tu vois qu'on est dans un jeu en fait. Je parle beaucoup d'argent, de créer de l'argent, de devenir très très riche dans cet épisode. Vous comprendrez que c'est un peu le sujet de fond du moment. Mais rappelez-vous toujours de ce que je vous ai dit au début, créer une incentive positive pour que le seul moyen d'être toujours plus riche, c'est de délivrer toujours plus de valeur aux gens, de faire toujours des meilleurs produits et de faire en sorte que les gens en face de vous aient toujours plus de résultats. Ainsi, ils voudront vous donner plus d'argent. Donc c'est important de le préciser parce que plus d'argent pour plus d'argent, on peut tomber dans des dérives. Mais si on conditionne dans notre tête et dans notre, réalité, entrepreneuriale quotidienne que plus d'argent ne vient que de en faisant des meilleures choses et en les donnant à plus de gens, dans ce cas-là, tout s'aligne. Cette cliente avec qui je parlais de jouer, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est la pyramide de Maslow. D'abord, on doit répondre aux besoins de sécurité, et de physiologie. Ensuite, il y a les besoins, d'appartenance, les besoins d'accomplissement et cetera, blablabla. Je les connais pas tous de tête par cœur, je me souviens plus. Mais quand on arrive tout en haut de ça, en fait, il faut trouver une autre raison de jouer et cette autre raison de jouer, ça peut être simplement pour le fait de jouer. J'en ai fini avec les concepts, on va passer à la rubrique test où je vais raconter ce que j'ai testé ces derniers temps, mais pour ça, d'abord, vous allez me regarder, boire du café avec ma moustache et en attendant, jingle! Les moustachus devraient être interdits de mug. Et encore, vous n'avez pas vu manger de la soupe, hein. Dans cette rubrique test, je vous raconte un petit peu ce que j'ai testé ces dernières semaines et c'est un peu le sujet ici.
La première chose qu'on a testé, c'est qu'on a fait un challenge gratuit de 5 jours en début d'année avec 30 personnes. Alors, je suis anti 5 day challenge, ça me casse les couilles, ça demande trop d'énergie, j'aime pas faire ça, et cetera. Mais là, j'ai suivi mon équipe, j'ai dit: «Vas-y, on joue, on le fait sans pub, on le fait même pas tout à fait en organique». Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un atelier payant sur notre audience organique et à la fin de cet atelier, on a proposé un challenge de 5 jours gratuit à quelques personnes de cet atelier, même pas toutes. Donc, on s'est retrouvé à faire 5 jours d'atelier avec une trentaine de personnes et à la fin, on leur a fait une offre un peu sexy. On a eu 50 de conversion. C'était très cool en termes de résultats. Maintenant, le hic avec ça, même si on a donné beaucoup de valeur aux gens et donc c'est pas du tout perdu, donc je suis très content de l'avoir fait. C'était hyper intéressant. Puis moi, j'ai pu me connecter avec plein de gens et tout. Mais le problème, c'est que une semaine pour vendre l'atelier initial, ensuite on le délivre, ensuite une semaine pour les candidatures pour ce challenge, ensuite un challenge de 5 jours, ensuite une offre spéciale qui dure 7 jours. Notre temps d'encaissement de personnes qui étaient chaudes pour travailler avec nous a mis 3 à 4 semaines. Ce n'est pas une bonne idée. Ça, vous saurez si vous essayez de faire la même chose. Test suivant, on a beaucoup testé ManyChat avec des two-step content sur Instagram et avec un membre de l'équipe de l'autre côté au setting. Alors, je vais expliquer tous ces mots-là au cas où vous ne les connaissez pas. ManyChat, c'est un logiciel que vous branchez avec Instagram, votre page Facebook, WhatsApp, et cetera. Où en gros, le truc où commente, fulgubulgue et je t'envoie une chaise par la poste. Voilà, ça c'est ManyChat qui fait ça en automatisation. Un two-step content, c'est justement commande tel truc et je t'envoie telle ressource. Nous, on l'utilise sur Instagram et derrière, il y a un membre de l'équipe. On parle d'un setter, donc il fait du setting, qui vient engager des conversations pour voir, déjà pour vérifier que vous avez bien eu la ressource, ensuite pour voir qui vous êtes, pour vous aider. Est-ce que vous êtes dans notre cible? Est-ce que vous avez d'autres problématiques que celle de la ressource en question? On a peut-être d'autres ressources qu'on pourrait vous donner et en fait, papoter avec vous pour faire ce qu'on appelle vous qualifier, à savoir, est-ce qu'on peut vous apporter plus de valeur pour que vous ayez envie d'en savoir plus sur nous? Comme d'hab, toujours pareil, l'incentive positive. Pour que vous ayez envie d'acheter, il faut que vous en sachiez plus. Pour que vous en sachiez plus, il faut qu'on vous apporte plus de valeur. Donc la valeur reste le point d'entrée. On a testé ça ces dernières semaines, c'est plutôt de bons résultats, ça a créé pas mal de conversations, on a envoyé beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Je crois que là, en 3-4 semaines, on en a dû envoyer pas loin de 1000. Donc très, très positif et on va continuer de s'en servir. J'ai hâte de voir des résultats plus chiffrés que je vous donnerai sûrement au prochain épisode. On teste également de refondre complètement le programme Fast and Slow Argent pour en faire un mastermind. Ça, on a commencé à le faire en février. Aujourd'hui, on est début mai, c'est complètement fait. Et donc, il y a toujours la partie tronc commun de formation sur Argent pour savoir comment scaler une activité d'accompagnement en evergreen avec le même genre de contenu que nous on fait. En gros, si vous faites de l'accompagnement et que vous voulez créer le même genre d'entreprise que nous on a créé, la partie tronc commun vidéo du programme Argent fait ça. Je vous explique ça en détail, étape par étape, clic par clic. Ensuite, derrière, on a transformé ça en mastermind, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que, déjà, on n'avait pas réponse à tout, mais qu'en fait, on avait des clients vachement brillants et avancés et que, ils se répondaient déjà entre eux par un moment. Et on s'est dit: «Bon, bah, ils le font déjà bien. Est-ce qu'on pourrait pas leur donner les ressources et le cadre pour le faire encore mieux?» Et donc on a structuré différemment le programme argent pour que ça donne le mastermind d'argent. Il est actif aujourd'hui, les places sont bien évidemment limitées, mais pour l'instant, les retours sont très positifs. Autre test, j'ai investi dans beaucoup plus de boîtes cette année, mais voici comment je réfléchis ça. Je ne fais pas de business angel actif, parce que ça m'emmerde et que c'est pas mon métier. Par contre, quand j'ai des personnes que je connais, que j'aime bien, que je respecte, qui créent des boîtes dans des domaines que je comprends, qui sont connexes aux miens et qui viennent me demander si je veux investir, en général, je dis oui. Tout simplement parce que ça me permet de rester très au fait de tout mon écosystème et de rester connecté aux projets qui se lancent et de peut-être parfois pouvoir apporter un peu de mes connaissances et de mon expérience. Parce que foncièrement, en termes de compétences, je suis peut-être pas le plus brillant et enfin, je suis de toute façon pas le plus brillant, mais je suis même pas sûr d'être dans les plus brillants. Il y a plein de gens extraordinairement talentueux qui arrivent sur le marché toutes les 5 minutes. Par contre, je suis un de ceux qui est là depuis le plus longtemps. Donc j'ai un regard que beaucoup n'ont pas. Ça veut pas dire que j'ai été capable de déployer des choses plus extraordinaires que les autres. Juste, j'ai un œil et un recul que certains n'ont pas. C'est pour ça que je le fais. Je vais aussi rentrer cette année au capital de 3 entreprises. Je vais vous expliquer comment je les sélectionne, à qui je dis oui, comment je structure les deals, et cetera. Et surtout avec une clause de casse-toi Jérémy, casse-toi de ma boîte. Ces boîtes dans lesquelles je vais rentrer au capital cette année, il y en a 2 qui sont déjà en cours. Il y en a une, pour l'instant qui est encore en full open. C'est globalement plutôt des agences, plutôt, des choses que je comprends, jamais des choses qui sont concurrentes avec moi. Je prends évidemment jamais 2 boîtes concurrentes, hein, c'est logique.
Je les sélectionne si je peux vraiment y apporter de la valeur. C'est-à-dire que si avec moi, entre guillemets, «au board», de leur agence, ils peuvent avoir plus de clients, ils peuvent augmenter leur LTV, lifetime value, donc combien ils gagnent par client. Est-ce que je peux leur simplifier la vie quelque part? Sinon, si j'apporte pas de valeur, ça sert à rien. Les deals, en général, je les structure soit avec d'abord du coaching, puis un revenu share, c'est-à-dire je prends une partie des revenus et à la fin seulement, si on se supporte toujours, je prends des parts de la boîte ou alors, je saute des étapes de ça, mais globalement, c'est comme ça que je fais et systématiquement, j'inclus une clause de casse-toi de ma boîte Jérémy, à savoir le founder à tout moment de la vie de l'entreprise, il doit pouvoir me racheter et me sortir sans que j'ai mon mot à dire, avec juste un malus pour, parce que vu qu'il me fout dehors, peut-être avant mon seuil de rentabilité et cetera, il faut qu'il me paye un petit pourcentage, pour justifier qu'il me dégage, à coup de pied au pot à coup de pompe au cul. Et de la même façon, si moi je veux me barrer, je lui revends ses parts avec une décote. En gros, c'est pour faire en sorte que le founder soit toujours content que je sois là et s'il l'est plus, il peut me virer. J'ai pas du tout être envie d'être ce genre de d'investisseur au bord d'une agence, que l'agence peut plus piffer, mais qu'elle est obligée de supporter. Voilà, tout simplement. Dernière partie de la rubrique test, on a x3 à nos dépenses publicitaires en quelques mois et on est encore plus, rentable qu'avant. C'est bizarre à comprendre. Alors, on a effectivement x3 nos dépenses publicitaires. On dépense actuellement entre 30 et 50 000 € par mois en pub, toutes plateformes confondues et encore là-dedans, j'inclus pas le sponsoring, donc il faudrait voir un petit peu. Faut comprendre que Meta, le reste, je crois que c'est pareil, mais je connais pas assez bien, c'est des enchères. Celui qui dépense le plus, rafle le plus de leads, prend la place aux autres et récupère les meilleurs leads. Plus on dépense intelligemment, plus on est devant. Point. Si derrière notre système marketing permet la rentabilité à 30 jours, on peut dépenser de façon infinie. Ça va foutre les chakras en bordel de beaucoup de gens. Je vous laisse méditer là-dessus. Ça fait partie de nos secret sauce qu'on ne balance que dans le mastermind d'argent. Je n'en dirai pas plus pendant cet épisode. On passe à la rubrique suivante. Jingle. Et boire un peu de café, hein, ça c'est pas drôle. Il est dégueu ce café en plus. Mais je n'ai plus. Je n'ai plus de l'autre qui est bon. J'ai plus que ce truc là qui est tout. Bref. Cette partie, c'est mes prédictions. Alors, prédiction numéro 1. Attention, Nostradamus, Jérémy. Mes prédictions n'engagent que moi. Hein, j'ai pas de boule de cristal. C'est juste avec mon œil sur le marché et le regard que j'ai sur les choses depuis longtemps. Il y a des trucs que je sens. Et j'ai souvent raison, mais pas tout le temps. La frontière est de plus en plus poreuse entre le monde coach, infopreneur et le monde des startups et des corporates. Sauf que nous, on crée du contenu et on se fait taper dessus depuis 50 ans, donc on a l'habitude. Les autres ne sont pas prêts à assumer publiquement leurs défaillances que personne ne voyait jusque-là. Globalement, les coachs et infopreneurs créent du contenu depuis très 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 longtemps et balancent tout. Les startups corporate viennent de découvrir la notion de building public, faire du contenu, se montrer, etc. Et ils découvrent aussi qu'on se fait défoncer quand on fait ça. Alors que nous, les coachs infopreneurs, on se fait défoncer depuis 50 ans. En fait, on a l'habitude, on s'en fout. Mais les autres, ils n'ont pas l'habitude de se faire dégommer par des journalistes, par des concurrents, par des associations, par des youtubeurs, des esthéticiens et j'en passe. Donc en fait, je pense que ça va leur faire drôle et qu'ils vont devoir s'accoutumer à se faire attaquer sur Internet. Parce que jusque-là, ils avaient une communication méga consensuelle. Et il y en a beaucoup qui vont pas tenir le choc et qui vont arrêter. Voilà, ma petite prédiction. Prédiction suivante, le marché de l'accompagnement n'est pas du tout à son pic. Alors, ça fait 3 ans qu'on nous dit que la bulle de l'accompagnement va éclater, que la bulle du coaching, blablabla, c'est le pic est atteint, c'est fini, ça va décroître, blablabla. Moi et 100 de mes copains, on fait des records chaque année, donc il y a un moment, obligatoirement, le marché est de plus en plus grand, en fait. Et en plus, là, récemment, Hormozy nous a sorti les stats qui viennent de je sais plus où. Mais en gros, le marché de l'éducation et donc là-dedans de l'auto-éducation et donc là-dedans du coaching et de l'accompagnement et de la formation en ligne, il est en train d'exploser à toute vitesse. Mais c'est surtout que c'est pas tant le marché de l'éducation au sens très très large qui continue à croître, c'est juste qu'il y a de plus en plus de budget qui vient de l'éducation traditionnelle qui arrive vers l'éducation non traditionnelle, donc nos métiers. Et donc en fait, notre bulle, comme l'appellent certains, notre marché est en train de grossir parce qu'on est en train d'absorber une partie du marché de l'éducation traditionnelle. Dernier point, après le scandale des influenceurs, les coachs viendront aussi et ça va écrémer le marché. D'ailleurs, ça a commencé avec les coachs copy trading, etc. Là, il y a Élise Lucet qui les a dégommés à Dubaï. Et c'est très bien comme ça.
Globalement, les coachs, les infopreneurs et cetera, il y a c'est des vrais métiers très sérieux. Vous savez à quel point j'y crois à ces métiers-là, vous savez à quel point je les défends, vous savez à quel point je pense que 99 font du bon boulot. Je pense qu'il y a deux trois feintes qui vont imploser et que c'est pas grave, ça fera du bien au marché parce que ça va écrémer. Je n'ai aucune idée de qui va imploser. J'aime bien cette phrase je crois que c'est de Warren Buffett qui dit: «Il n'y a qu'à marée basse qu'on voit qui nageait sans maillot de bain». Et en fait, quand il y aura des grosses dénonciations et des gros trucs d'investigation, on verra qui étaient les feinteurs, voire les escrocs. Mais je ne suis personne pour le dire, j'ai aucune idée de qui c'est. Et je pense qu'on pourrait être surpris, des gens qu'on aimait bien et qu'on respectait, qui en fait, sont des grosses feintes derrière. Alors que des gens qu'on jugeait un peu négativement, en fait, font du super boulot et font de leur mieux et sont des entreprises qui avancent comme ils peuvent, avec quelques détracteurs parfois. Et je pense qu'on n'en sait rien, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que vous m'avez vu changer mon fusil d'épaule sur ce sujet-là, sur les 6-8 derniers mois, où j'étais très critique et je le suis un peu moins parce que je me suis rendu compte que déjà chacun fait de son mieux. Parce que j'ai vu des gens qui faisaient n'importe quoi, qui se sont structurés. Parce que, j'ai vu des gens qui faisaient bien et qui se faisaient pourtant défoncer et j'ai vu des gens qui se faisaient jamais défoncer alors qu'ils faisaient n'importe quoi. Donc à partir de là, moi, j'ai essayé de prendre un peu plus de recul sur tout ça. Rubrique suivante, conseil, jingle. Conseil numéro 1. Alors conseil, ceci n'est pas un conseil en investissement, disclaimer, tout ça, tout ça. Bien définir un objectif égale choisir le but, genre, courir un marathon 2024. Choisir la métrique que l'on surveille, genre le kilométrage couru chaque semaine. Et enfin, se coacher dessus et vérifier que le job est bien fait avec des critères quali et pas quanti. Cours pas trop vite, pense à bien manger, pense à dormir, oublie pas de kiffer, etc. J'ai entendu ça la première fois récemment, je crois, dans le podcast de Théo Lyon, je crois. Ça s'appelle Road to Scale, que je vous recommande parce qu'il est très sympa. Il expliquait comment il avait défini tous ces trucs autour de sa prépa marathon. Et en fait, c'est ça, c'est je choisis mon objectif et mon but, je choisis la matrix et ensuite je me coach. Si vous êtes capable de faire ça sur tous les points importants de votre vie, vous allez obligatoirement progresser. Conseil numéro 2, ne jamais sacrifier le futur pour le présent. C'est un peu délicat. Moi, cette compréhension-là, je l'ai eue par rapport au monde du sales, donc, les équipes de vente, etc., où je leur dis toujours, si vous brûlez trop fort l'audience maintenant, pour faire du cash maintenant, vous nous privez de notre réputation future. Et c'est forcément une course sans fin où on va un jour prendre un mur. Ce qui voudra courir toujours plus vite jusqu'au moment où on ne pourra pas. Ne jamais sacrifier le futur au profit du présent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas kiffer le présent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de son mieux au présent, mais ne jamais sacrifier le futur au profit du présent. Conseil suivant, se concentrer sur les formats longs. Les gens veulent passer plus de temps avec toi une fois qu'ils t'ont découvert. Donc format court pour la découverte et long ensuite. Je pense que cet épisode, on est la preuve et l'explication. Les formats courts, moins de 90 secondes, texte, machin, etc., sont des merveilleux formats de découverte. Mais si vous voulez que les gens passent vraiment du temps avec vous, c'est des formats longs qu'il faut faire parce qu'avant qu'ils aient passé 10 heures avec vous à coup de 45 secondes, il va se passer un peu de temps. Enfin, un dernier conseil, avec une offre méga claire, tu vends méga simplement. Mais trop de gens veulent faire 19 offres ou du sur-mesure, alors qu'au début, tu fais du sur-mesure juste pour apprendre ce que les gens veulent. Je travaille actuellement en coaching avec une agence que j'accompagne en one-one. On a clarifié leur offre, on a clarifié leur pitch et ils ont fait plus 30 de revenus récurrents. En gros, ils ont closé, je crois à peu près 10 cas de revenus récurrents mensuels supplémentaires, juste avec ça. Tout simplement parce qu'ils avaient déjà tout pour que ça marche. Simplement, ils avaient trop d'offres et c'était trop compliqué, eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils vendaient. Et quand on a clarifié ça, vu que c'est des gens compétents, qui avaient déjà du réseau, qui avaient déjà des clients, enfin vraiment ils avaient tout. Juste leurs offres restaient trop compliquées et ils osaient pas les vendre correctement. On a juste clarifié, simplifié, bim bam boum en 45 minutes et paf, ça fait des chocs à pic. Arrêtez de vouloir faire 19 offres, faites-en une seule et avant d'en faire une, proposez aux gens ce qu'ils veulent acheter. C'est-à-dire que vous prenez les gens au téléphone, vous regardez ce qu'ils veulent, vous leur vendez ça. Et quand vous aurez vendu du sur-mesure au pif à assez de gens, vous aurez assez de data pour créer une offre. Et là, on crée une offre et pas 12 000, tout simplement. C'est fini pour la partie conseil. On passe à la partie analyse d'un truc. Juste après, il y aura les chiffres du moment et les news. Alors là, putain, là, je vais faire le coquin, je vais vous dire des trucs. Mais bon, en attendant, jingle.
Analyse d'un truc. On n'est qu'au tout début de la croissance du marché de l'accompagnement et je le vois parce que chaque mois, mes concurrents, moi, mes copains font des records de CA, comme nos clients, comme nous. Donc factuellement, si tout le monde grandit, c'est que le marché également. Et c'est intéressant parce que ça colle avec les sujets du moment de récession en Europe. Si tout le monde voit ça arriver, tout le monde veut se former, grandir, aller mieux, être en meilleure santé, apprendre des trucs ou être plus heureux. Parce que là-dessus, on a encore du contrôle. Je vous le disais, le marché de l'accompagnement croît parce qu'on est en train de piquer des parts au marché de l'éducation. Mais j'ai aussi une croyance, c'est que s'il continue à croître chaque mois, c'est parce que l'Europe est effectivement profondément en récession et que ça va être de pire en pire. Et qu'en fait, se former, vouloir grandir, vouloir aller mieux, vouloir être en meilleure santé, vouloir apprendre des trucs, vouloir être plus heureux, c'est quelque chose sur lequel on a du contrôle et c'est quelque chose qui va nous aider à aller dans la bonne direction dans la vie. Je pense que c'est ça le plus important. Je pense que de plus en plus de gens en ont conscience et je pense que c'est à cause de ça qu'on continue à croître chaque mois. Je vous laisse y réfléchir. Prochaine partie, jingle, les chiffres du moment et les news. Alors là, je vais vous lire un petit peu les informations. On a fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires encaissé sur les 30 derniers jours. Ça, c'était en mars. On a fait la même chose en avril et le mois de mai, on est très bien parti. On a eu un réel qui est parti viral à plus de 190 000 vues et qui me vaut des humoristes. Humoristes avec des gros guillemets, qui sont pas drôles en plus, malheureusement. Parce qu'il y a tellement. Je prends 2 secondes. Il y a tellement de trucs drôles à faire sur les coachs. Et le coach business, c'est encore pire. Et il y a d'ailleurs des personnes qui l'ont très, très bien fait sur Instagram. Pourquoi est-ce que les seules vannes que vous êtes capables de faire, les gars, c'est de dire: t'es un menteur». Faites des sketchs. On est drôle, on a des caricatures de nous-mêmes. Faites des blagues. Bref. On peine toujours un peu à décoller sur YouTube et on stagne entre 500 et 1500 vues par vidéo, même si on est très bien entouré pour ça avec Baptiste, notre Head of Brand et un mastermind spécifique sur le sujet de la marque personnelle et on commence à craquer des trucs, on commence à capter que ce que vous voulez voir avec moi visiblement, c'est des formats longs, structurés, détaillés, etc. et pas des vidéos de 5 minutes où je raconte mes conneries. Ça prend un peu de temps, mais je pense qu'on est en train de toucher du doigt quelque chose et ça m'étonnerait pas que dans les prochaines semaines, aux prochains mois, vous voyez une belle croissance sur YouTube comme on a réussi à le faire sur LinkedIn et Instagram jusqu'à présent. On est en ce moment 17 dans l'équipe, toujours tous freelance, toujours on descend tous en entreprise, ils ont tous des clients à côté, ils font tous plein de trucs. D'ailleurs, on les accompagne souvent dedans pour les aider. Bilan comptable sorti pour celui de 2023, on a fait plus d'1 million encaissé hors taxe. On a fait plus 67% de CA, mais plus 109% de marge, plus 49% de dépenses publicitaires. Et tout ça, ça donne des choses très, très, très positives. Le programme Argent est donc devenu un mastermind pour ceux qui veulent scaler une entreprise d'accompagnement exactement comme nous. Et surtout, le dernier chiffre le plus important qui donne le titre à cet épisode, on a encaissé 679 000 € en 4 mois, début 2024. Là, c'est stratosphérique, je touche pas terre, je comprends pas. Et c'est que le début, et vu la vitesse qu'on a de croissance, ça se trouve l'année prochaine, je vais vous faire un épisode qui dira voici comment on a fait 1,5 million en 4 mois. À suivre. Avant-dernière partie, les questions du public. Jingle. Les questions du public, c'est globalement, je pose des questions à mes clients et sur Instagram et j'y réponds. Quelles astuces mindset adopter pour rester toujours motivé et éviter au max les gros downs face à la routine et la monotonie de nos actions quotidiennes qui peuvent être chronophages? Je pense que vouloir lutter contre la nature humaine qui est changeante au niveau émotionnel est le principal problème. Je pense que la bonne façon de penser ça, et elle n'engage que moi, c'est j'ai pas besoin d'être de bonne humeur pour faire ce que j'ai à faire. Je peux faire mes actions quotidiennes même si j'ai un down, même si ça prend du temps, même si ça me plaît pas certains jours. Et c'est pas grave parce que ça dira beaucoup de choses sur la personne que je suis devenu. J'en serai fier, ça me rendra plus heureux. Que faire quand on a la sensation d'être débordé? Faire moins de trucs, mieux dormir, prendre du temps libre. En général, quand on a l'impression d'être débordé, c'est quand même souvent, pas tout le temps, hein, bien sûr, hein, mais c'est quand même souvent, c'est une espèce de surcharge cognitive et nerveuse. D'ailleurs, moi, la plupart des gens que j'ai rencontrés, hein, qui ont fait des burn-out, c'est pas parce qu'ils étaient débordés factuellement dans leur emploi du temps, c'est parce qu'ils avaient une surcharge, nerveuse et cognitive, à cause de pression intérieure et extérieure et qu'en fait, à un moment, ils vrillaient. Parce qu'en fait, on est de moins en moins efficace et de plus en plus terrorisé par la moindre tâche. On se noie dans un verre d'eau au bout d'un moment. Et ça, c'est parce qu'on a une surcharge.
Et moi, ce qui m'aide le plus dans ces moments-là, c'est sport, méditation, sommeil, mieux manger, moins de temps sur les écrans. Voilà, globalement. Hello, comment tu sais que tu as stabilisé ton business et qu'il est temps de mettre d'autres moyens de communication en place? Quand tu fais les mêmes chiffres, très sympas tous les mois sans avoir besoin de faire plus d'efforts pour les maintenir? Et enfin, quelle est la limite de prix dans le coaching? Ça dépend complètement de la thématique. Je dirais que c'est, 10 000 € dans tous les coachings non business et qu'il y a absolument pas de limite dans les coachings business puisque ça dépend de l'entreprise que tu accompagnes, de sa taille, de sa problématique et de plein de choses comme ça. Dernière partie, conclusion, jingle. La conclusion va être simple. Je vais faire à nouveau ce format plus régulièrement et j'espère que ça vous a plu. Moi, je m'amuse quand même beaucoup à le faire. C'est juste que ça prend plus de temps que tout le reste et que je suis entrepreneur bien avant d'être créateur de contenu et en plus de ça, je suis papa maintenant et ça prend du temps aussi. Si vous êtes sur une plateforme de podcast, n'oubliez pas de laisser des étoiles. Si vous êtes sur YouTube, donnez-moi votre avis en commentaire. Dans tous les cas, on se revoit très bientôt sur le prochain épisode et moi je vous dis à très vite. Bye.